Et je marche le chemin de la vie avec mon bâton et je réfléchis, je pense, je m'interroge beaucoup. Et bien sûr, j'accompagne les gens sur ce chemin qui sont peut-être ni en dessus ni en dessous, mais peut-être un peu plus derrière ou plus devant. Et selon où moi j'en suis avec mes réflexions, bah, je les accompagne. Très souvent, ce sont des gens qui veulent oser se réaliser ou aussi des indépendants qui veulent développer leur activité en développant surtout ce que j'aime appeler, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, la sagesse des quatre vertus qui, moi, me guide beaucoup. Et le courage émotionnel, en l'occurrence, fait partie de l'une de ces vertus que j'aime diffuser, échanger et partager. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Frétac, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Dans mes petites capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Pour soutenir mon émission, je t'invite, toi auditeur, à t'abonner à ma chaîne. Je te donne la valeur. Prends-le, savoure et rends-le-moi en retour avec tes likes et tes commentaires. Je te remercie par avance. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Steve Doupeux. Bonjour Steve. Salut Stéphanie, merci de m'accueillir chez toi. Je suis Merci. ravi. Je suis ravie de t'avoir. Steve, en 2012, tu étais encore un jardinier paumé, comme tu dis. Euh, Mhm. Tu as pris un grand virage à 90 ou même 180 dans ta vie pour te reconvertir dans l'hypnose, le FT, le coaching. Tu es parti vivre pendant 3 ans et demi sur les routes avec ton fourgon aménagé. Et aujourd'hui, tu es conférencier, mentor et formateur. Tu prônes le courage émotionnel et oser trembler pour vivre, grandir et prospérer. On s'est rencontrés au Palais des Congrès de Montpellier lors du show Inspire Expire. Je te suivais déjà sur les réseaux et j'avoue que te voir en vrai, ça m'a fait Ah oui, à ce point. D'accord. et Ça, voilà, ça me fait pas le même effet quand je me vois dans la glace le matin, je t'assure. fait du bien à l'ego. D'accord. Je t'invite aujourd'hui dans mon émission parce que j'apprécie particulièrement ton authenticité, ta sensibilité, ta force et tout ça mélangé. Enfin, j'adore moi en fait ce prisme humain qui est différentes facettes. Merci beaucoup d'être C'est mon. moi, merci. Tous ces gentils mots, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis ravi de venir te voir parce qu'effectivement, bah, cette rencontre, elle était plutôt sympa. Ça m'a donné l'occasion de te voir sur scène lors d'une conférence et donc de te découvrir dans tout ton art. Donc c'était vraiment génial. Et du coup, bah, de pouvoir se parler aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de temps pour se parler à cette occasion à Montpellier. Donc je suis content aujourd'hui d'avoir cette conversation avec toi. Et moi aussi. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Écoute, j'imagine que beaucoup de gens ont du mal à se présenter, mais j'en fais partie. J'ai l'impression des fois d'être un pèlerin je sais pas, je dirais un pèlerin de la vie. Il y a des périodes comme ça. J'ai fait énormément de choses. Comme tu l'as dit, j'ai été jardinier, mais j'ai fait beaucoup de choses avant. Et puis, effectivement, je me suis formé en tant que relaxologue, praticien en hypnose en EFT, en coaching, et puis après, évidemment, fait plein de choses hein, comme ça, conférencier et compagnie. Aujourd'hui, je crois que voilà, je continue. Je marche le chemin de la vie avec mon bâton et je réfléchis, je pense, je m'interroge beaucoup. Et bien sûr, j'accompagne les gens sur ce chemin qui sont peut-être ni en dessus ni en dessous, mais peut-être un peu plus derrière ou plus devant. Et selon où moi j'en suis avec mes réflexions, bah, je les accompagne. Très souvent, ce sont des gens qui veulent oser se réaliser ou aussi des indépendants qui veulent développer leur activité en développant surtout ce que j'aime appeler, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, la sagesse des quatre vertus qui, moi, me guide beaucoup. Et le courage émotionnel, en l'occurrence, fait partie de l'une de ces vertus que j'aime diffuser, échanger et partager. C'est quoi tes 3 grandes réalisations de ta vie qui te font ressentir de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Oh, oui, il y en a plein en vrai, je crois. Bon, évidemment, je vais dire peut-être quelque chose d'assez commun, mais je dirais qu'avoir mes enfants était quelque chose d'assez énorme. Forcément, dans une vie, quand on a des enfants, ça change tout. Ça change tout pour des générations à venir. C'est-à-dire, c'est pas juste les enfants pendant 20 ans, le temps qu'ils aient leur autonomie, c'est jusqu'à la fin de leur vie, ou en tout cas la nôtre, idéalement, avant. Et puis, c'est les petits-enfants, c'est tout ça. Donc, pour moi, ça a été quelque chose
d'assez fort, et évidemment la fierté d'avoir des enfants qui se ressemblent pas du tout. Et donc qui m'aide à grandir parce que c'est ma croyance au fond je me dis qu'on a les enfants qu'on mérite et qui nous aident à grandir là où on a besoin de grandir. Ça a été une première chose. Je crois que peut-être que l'autre chose dont je suis fier, c'est d'avoir osé au départ, enfin d'avoir osé me lancer à un moment donné à mon compte, à une période de ma vie où j'étais un petit peu effondré, à une période de ma vie où je sortais justement d'un divorce, mes enfants étaient tout jeunes en plus, 3 et 5 ans de mémoire. Oui. J'étais un peu vraiment, tu vois, au bout de ma vie là pour le coup. Je fumais, je bouffais des cachets, j'étais pas bien. Je me retrouvais je passais d'une maison de 120 mètres carrés à un appartement de 10 mètres carrés. Enfin, c'était une sale période pour moi qui a duré un certain temps. Et puis un jour, ma famille m'a dit, mais on peut plus t'aider. En fait, on sait plus quoi faire pour toi. Là, il faut que tu réagisses, Steve. Je sais plus si c'est mon frère ou un copain qui m'a donné un numéro de téléphone justement d'une relaxologue. J'ai appelé, ce coup de fil a tout changé, donc je suis déjà très content d'avoir osé faire ça, d'appeler cette personne. Et c'est grâce à l'accompagnement que j'ai eu pendant quelques années avec cette personne qu'à un moment donné, j'ai cette autre fierté que d'avoir dit, OK, allez, je prends les choses en main, je suis un créatif, je suis tout ça, j'avais aucun diplôme. Franchement, je savais plus trop ce que je valais, surtout après mon divorce, j'avais aucune idée de ce que je valais, de où j'allais, de ce que je voulais. Et puis ben voilà, j'ai eu cette fierté de dire allez, je me lance et puis j'ai créé ma première entreprise. À l'époque, il n'y avait pas de statut d'auto-entrepreneur et tout ça, qui était une entreprise de création de graphique. Donc je faisais des cartes de visite, des flyers, un site internet, et j'ai même finalement créé un magazine que j'ai édité à 10 000 exemplaires. Voilà. Donc la première entreprise en fait a été une certaine fierté parce que ça a été le début d'une longue aventure qui continue aujourd'hui encore. Et puis, je crois qu'une autre fierté que j'ai aujourd'hui, je dirais, c'est de mettre assagi un petit peu. Je suis loin d'être sage, mais de mettre assagi dans le sens, et notamment dans ma relation, dans le couple. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, j'ai vécu, bah, voilà, beaucoup de difficultés dans mon couple et dans mes anciens couples. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai rencontré aussi la personne, avec Caroline, qui m'a aidé justement. Voilà, qu'on embrasse au passage. Mais elle m'a aidé aussi justement à m'assagir parce que moi je suis un peu le feu à la base et puis elle, j'ai l'habitude de dire que c'est l'eau. Donc voilà, on s'apaise l'un les autres et puis voilà. Donc j'ai cette fierté d'arriver à me sentir à peu près équilibré dans ma vie de couple parce que très souvent le déséquilibre vient de moi. Mais voilà, j'ai tendance à penser aussi qu'on fait le métier qui nous soigne, donc que tout va aller bien. Comment t'en es venu à porter l'étendard du courage émotionnel? Je crois que c'est vraiment du fait d'avoir osé plein de choses parce que malgré tout, même si je suis quelqu'un, parfois ça m'arrivait de dire que je suis un serial auto-saboteur. En fait, c'est-à-dire que ce manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, surtout quand je me suis lancé en tant que thérapeute, c'était terrible, c'était horrible. J'ai fait des films documentaires sur l'hypnose et l'EFT, ça a été horrible pour moi. En réalité, mais j'ai eu cette audace, en fait. J'ai toujours eu ce que j'aime donc appeler le courage émotionnel. C'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, c'est un terme qui vient de Peter Bregman, que je crois que c'est un des seuls qu'utilise et moi ici en France, et on n'est pas vraiment nombreux à utiliser ce terme-là, mais moi je l'aime beaucoup parce que c'est avoir le courage de ses émotions et d'agir malgré ses émotions ou grâce à ses émotions, ça dépend de façon de voir les choses. Parce que pour moi, le courage émotionnel, c'est avant tout le courage de ressentir avant d'agir. Même si, parce que le courage d'agir, bon, on connaît, mais moi j'aime cette idée d'avoir le courage de ressentir et d'agir malgré tout. Et ça me vient, je pense, sincèrement je dirais, peut-être, je sais pas, d'une qualité comme ça, un peu innée, d'oser faire des trucs, même si ça paraît, même si j'ai très peur de les faire, en réalité, et lancer un magazine à l'époque, pour moi, c'était terrible. Enfin, il faut imaginer, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, je connaissais rien à la rédaction d'un magazine, de quoi que ce soit. J'avais juste quelques notions de Photoshop, moi, c'est tout. Et je faisais des Cette fautes à idée, chaque elle est venue. mot. C'était, Quoi, cette idée? comment? D'où elle est venue cette idée? En fait, j'étais tellement désespéré qu'il fallait que je fasse quelque chose qui m'anime, qui me fasse plaisir. Et la seule chose qui me fasse plaisir à cette époque, c'était de créer quelque chose. Je jouais avec Photoshop. Je me suis dit, si tu es capable de faire des trucs avec Photoshop, pourquoi tu n'essaies pas
Donc je me suis lancé là-dedans, mais avec la peur au ventre, parce que je n'avais jamais rien vendu de ma vie, et encore moins à des commerçants. Encore moins. Donc, ok, je faisais des cartes de visite, ça pouvait passer, mais le jour où je me suis dit, tiens, je vais carrément leur faire un magazine, parce que j'en avais marre, en fait, de faire des cartes de visite, des trucs. À la fin, j'en avais pas beaucoup, et puis je me disais, j'ai l'impression que ça manque d'attrait, c'est un peu bateau, tout le monde le fait. Et si, Cette et tu sensation vois, de là, vide. ouais, c'est ça. C'était petit, c'était un pas intéressant et important à faire, mais je sentais que j'avais plus d'ambition que ça. Je voulais faire quelque chose de plus grand, et donc moi, dans ma folie des grandeurs, bah, je vais faire un magazine. Donc j'ai fait un magazine, un petit magazine format A6 qui se lisait d'un côté, bah, un peu si je prends ce calepin, tu vois, je le lisais de ce côté-là, c'était les animations de jour, et puis quand je le retournais, c'était les animations de nuit. Et donc on le feuilletait comme ça. Et j'ai fait une maquette au format A4, un truc imprimé pourri dégueulasse, et je suis allé voir les commerçants, et il y en a un qui m'a dit oui, deux qui m'a dit oui, bon bah c'est parti. Donc je crois que si tu veux, le courage émotionnel, c'est quelque chose que j'ai en moi, mais ça dépend des fois, ça dépend des situations, ça dépend des sujets. Je suis quelqu'un d'assez inquiet, d'assez peut-être même peureux, j'ose dire, mais qui s'applique justement à ne pas laisser les peurs diriger sa vie. Et c'est pour ça effectivement que je parle que du fait que trembler est un entraînement pour vibrer, ou que j'invite les gens à oser trembler pour vibrer, parce que je pense que bien sûr qu'il y a plein de choses qui nous font vibrer, et donc on n'a pas besoin de trembler pour vibrer. Quand on vibre pour boire un café avec ses potes, t'as pas besoin de trembler a priori. Donc il y a plein d'occasions de vibrer sans avoir besoin de trembler, mais je pense que la plupart des gens qui ont des rêves, qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, si ça leur tient à cœur, si ça les fait vibrer, c'est aussi parce que ça les fait trembler. Et donc c'est pour ça que j'invite à oser, à faire preuve de courage émotionnel, entre autres. Hmm. Ok, merci. Dans nos sociétés, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfaits qu'ils sont. T'en es où, toi, sur ce chemin d'amour inconditionnel? Oh, bah alors là, dans ce que tu dis, il y a différentes choses qui m'interpellent. Alors, comme je te le dis, moi, je pense, je me pose des questions, plutôt. Je pense aussi, évidemment. Et quand j'entends dire qu'on est parfaitement imparfait, déjà, je me dis, est-ce que c'est pas une façon de nous rassurer, de dire qu'on est parfaitement imparfait, du fait d'être imparfait? C'est comme si le fait de devoir ajouter, on est parfaitement imparfait, comme pour faire plaisir à l'ego. On est parfait, mais dans l'imperfection. Euh, Donc, moi, si tu veux, je Pour être un sais, peu plus douce sur ma question, parce que si je vous dis d'emblée, on est tous imparfaits. et on l'est. Mais Et oui. on l'est, Mais évidemment, oui. c'est très subjectif. Ouais. Et moi, tu sais, j'aime cette idée de me confronter à la réalité. Parce que, mais par contre, encore une fois, être imparfait, ça veut rien dire en soi. Je veux dire, t'as des gens qui ont des gueules cassées, comme Humain. on dit, tu sais, Au-delà les des gueules yeux, cassées du on est tous des cinéma. êtres humains. Mm. Et c'est ça. Et donc, tu as des gens qui font de ce que moi, je pourrais croire être une imperfection, ils en font une qualité, ils en font une perfection. C'est très subjectif, en fait. Donc, peut-être que finalement, l'imperfection n'existe pas. Et si elle existe, autant l'assumer. C'est-à-dire qu'elle existe dans le regard que chacun a sur lui-même, finalement. Dès lors qu'on se compare au regard de l'autre, ou à l'autre, ou qu'on se laisse juger ou définir par le regard des autres. Donc c'est, si tu veux, cette notion d'imperfection, moi, je la trouve intéressante, mais j'aime aussi l'idée, effectivement, de me confronter à l'idée que nous sommes imparfaits. C'est tout. Il n'y a pas besoin, finalement, de chercher à se rassurer par rapport à ça. Par contre, et je te rejoins, c'est que moi, des fois, je dis aux gens, mais si on pose la question là aux gens qui nous écoutent, vous savez que vous êtes imparfait. Tu le sais, Stéphanie. Bien sûr. Tu es imparfaite. Tu le sais. Tu vois, les gens vont dire, mais oui, évidemment, personne d'ailleurs. Hein, personne n'est parfait. Et là-dessus, on est tous d'accord. Évidemment, en fonction de notre façon de voir les choses et de notre subjectivité. Mais là où c'est plus difficile, c'est que personne ne veut que ça se sache. Alors que tout le monde le sait que personne n'est parfait. Mais personne ne veut que ça se sache. Donc moi, en fait, ce que j'essaye de faire, moi, par rapport dans ma vie, c'est d'accepter, de reconnaître que j'ai des imperfections, que je suis ouais, imparfait, mais d'accepter aussi que ça puisse se voir. Et c'est ça pour moi le courage émotionnel. On parle aussi de l'audace de la vulnérabilité dès lors que ça nous rend vulnérables. Si ça me rend plus vulnérable, c'est juste l'audace de le dire, mais c'est ok. Donc déjà il y a ça. Et puis tu parlais d'amour inconditionnel. Bon bah ça, l'amour inconditionnel, je sais pas. Je suis en réflexion là-dessus. J'ai fait un post dernièrement là-dessus. Ouais, c'est Je suis bien. en réflexion là-dessus. C'est Quelle parce que est pour d'acceptation?
d'acceptation de qui on est. J'ai vraiment ce sentiment que pendant plusieurs années, on se cherche et on n'accepte pas forcément qui on est. Et à un moment, quand on commence à vraiment s'accepter, même dans les trucs où on fait pas, bon, bof, voilà, et ben il y a un shift, il y a un truc qui se passe. Oui, certainement. Douceur avec soi-même et puis aussi avec les autres. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de s'accepter ou d'accepter qui ils sont, puisque la majorité, parfois même, je dirais, d'entre nous, je me demande si je dois pas m'inclure là-dedans, on se demande qui on est. C'est-à-dire qu'on est tellement conditionné. Qui serais-tu si on ne t'avait pas dit qui tu es, en vérité? On me donne un C'est, nom, c'est- déjà. Déjà, on nous donne un prénom, un nom, mais bon, qui fait partie de notre identité, le nom en tout cas. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions un peu, bah, évidemment, existentielles qui donnent le vertige. J'ai pas de réponse. Je m'interroge. Et donc sur l'amour inconditionnel, c'est vrai que je disais récemment dans mes réseaux, c'est que c'est presque un non-sens pour moi de dire d'ajouter inconditionnel au mot amour, puisque par essence, selon la perception que j'en ai aujourd'hui et qui pourrait très bien évoluer, l'amour est par essence inconditionnel. Ce qui est conditionnel, pour moi, c'est la relation, c'est ce qu'on fait de l'amour dans la relation. Donc, dans une relation, ben, il y a des conditions. Dans une relation de couple, avec nos enfants, il y a quelques conditions, notamment celles qui nous amènent à nous sentir respectés, ne pas être trompés, ne pas mentir ou des choses comme ça. Ce sont des conditions. Mais ce sont des conditions à la relation. L'amour, lui, c'est l'amour. Et moi, je suis dans cette réflexion-là en ce moment concernant l'amour. Évidemment, je prétends pas avoir encore une fois la sagesse de détenir la vérité, mais par contre, je me pose la question. Et aujourd'hui, j'en suis à cette réflexion. Donc, j'écoute beaucoup justement de philosophes, de machins qui ont parlé sur ces sujets-là, et voilà, je découvre et je me fais ma propre idée. Et du coup, ça a été quoi ton cheminement sur cette relation d'amour envers toi? Bah, c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire l'acceptation. Finalement, l'acceptation un peu de toutes ces facettes que je découvre sur mon chemin en tant que pèlerin là. Je découvre des facettes, je redécouvre aussi, puisque parfois on découvre des choses et que l'on ignore, que l'on ne considère pas assez, et on s'éloigne. Bah, je te donne un exemple. Quand je me suis lancé en tant que thérapeute, alors aujourd'hui, j'aurais pu dire ça, parce que t'imagines me faire taper sur les doigts, mais parce que bah, thérapeute, c'est réservé à une élite, hein, en tout cas, voilà, des gens certifiés, diplômés, etc. Sauf que pour moi, marcher dans la forêt, c'est thérapeutique, donc c'est compliqué. Mais toujours est-il que quand je me suis lancé en croyant être un thérapeute, parce que probablement je l'ai été pour plein de gens, euh, j'étais bien, dans le sens où je me sentais en accord parfait quelque part avec ce qu'on pourrait dire ma part de féminité, aussi ma part d'intuition, probablement aussi une part de sagesse. C'est-à-dire que je vivais des moments dans l'échange avec les personnes qui étaient d'une fluidité, euh, d'une sensibilité et des fois même jusque dans mon corps et même mes cellules, je ressentais une vibration. Donc je reconnaissais, je pense que j'étais dans une situation, dans un état où je reconnaissais quelque chose. Et puis un jour, j'ai découvert le marketing. Comment se vendre, comment communiquer, tout ça. J'ai trouvé ça passionnant parce que c'est de la psychologie. Donc ça me passionne. À partir du moment où ça parle de l'humain et que voilà, ça m'a passionné. Sauf que le marketing, et on le voit bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est très masculin, c'est très l'image de soi, c'est très égotiste, c'est l'argent, c'est tout ça. Il n'y a rien de négatif dans tout ce que je dis là, j'ai rien contre tout ça. Mais je me suis rendu compte que tout cela, à force de m'intéresser à ça et de chercher à peut-être faire plus d'argent, de me montrer plus, de parler plus, etc., pouvait m'amener sur un terrain qui était peut-être plus de l'ordre du yang, quelque part, si on prend ce concept-là, et de m'éloigner donc de mon yin, de mon féminin, pour plus aller dans mon masculin. Et ça m'a énormément fait souffrir quelque part. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'es en train de te perdre. T'es en train, en fait, de t'éloigner de toi-même à force de absolument vouloir être sur les réseaux, de te montrer, de partager, de dire, regardez ce que je fais, regardez ce que je vaux et achetez-moi. Et alors, à un moment donné, j'ai senti que là, le chemin, tu vois, pour moi, ça a été ce genre de choses-là. C'est-à-dire m'éloigner, justement, de mon âme, quelque part, pour me rendre compte, à un moment donné, heureusement, que je m'en étais trop éloigné.
Et je ne sais pas si tu connais d'ailleurs l'histoire de Paulo Coelho à ce sujet que j'aime beaucoup, qui dit ceci. C'est l'histoire en fait d'un explorateur en Afrique, hein, on est dans des temps un petit peu anciens, un explorateur qui veut rejoindre un endroit dans le cœur de l'Afrique et qui va faire appel à des porteurs indigènes et il va les payer grassement pour que ces porteurs marchent nuit et jour rapidement pour rejoindre le plus vite cette destination. Alors ça marche pendant des jours, des semaines, etc. Et puis un jour, les marcheurs indigènes s'arrêtent sans aucune explication. Hein, ils s'arrêtent, ils déposent leur fardeau, s'assiedent à même le sol et décident de ne plus bouger. L'explorateur, lui, il comprend pas. Il a payé et il a bien payé et il leur demande mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que vous ne voulez plus avancer? Je suis prêt, s'il le faut, à vous payer plus encore. Et la réponse ne se fait pas attendre. Le chef des indigènes lui répond nous avons marché si vite que nous ne savons plus ce que nous faisons. Maintenant, nous devons attendre que nos âmes nous rejoignent. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai le sentiment d'avoir beaucoup vécu et que je peux vivre encore aujourd'hui. Et je crois que effectivement, je ne dois pas être le seul. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out et etc. Et donc mon chemin, c'est ça, mon parcours, c'est ça. C'est finalement, c'est d'essayer en conscience et notamment avec la sagesse des quatre vertus, dont la clarté fait partie, d'essayer de voilà, de juste mener ma barque en ayant quelques repères qui m'évitent justement de trop partir loin, tu vois, de marcher au point de m'éloigner de mon âme, de me perdre là-dedans et de peut-être un jour ne jamais plus me retrouver. Voilà, ce que je n'ai pas envie de vivre, évidemment. Et sur tous ces allers-retours, est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être plus tôt dans ton histoire, où tu as senti comme un shift, où tu as arrêté d'être dépendant du regard des autres, même si ça revient quand même, je pense, petit à petit, mais bon, Ouais, ouais. où tu as commencé à penser à toi, en fait, et à te séparer un peu de l'appréciation des proches ou des attentes des proches. J'aime bien cette idée de se séparer. Moi, je parle de se détacher, un peu comme l'enseignent d'ailleurs les bouddhistes. La quatrième, enfin la quatrième, c'est pas la quatrième, c'est une des vertus que j'aime évoquer, c'est l'équanimité et notamment donc cette capacité à se détacher du souci de performance, effectivement du souci du regard des autres, etc. Est-ce que j'ai eu des périodes? Il y a une période qui me vient là. Alors il y en a eu, mais je suis pas certain de te dire que c'est quelque chose qui s'est fait comme ça. C'est pas un switch qui s'est fait comme ça. J'y crois qu'à moitié à ça. Je crois que c'est un peu comme un fruit sur l'arbre. Il tombe pas du jour au lendemain parce qu'il est mûr. Il lui faut du temps. Et nous, en tant qu'être humain, je crois qu'il nous faut du temps, des expériences, des réussites comme des échecs pour à un moment donné, effectivement, sentir que ça y est, il y a un déclic, mais le déclic, en fait, il se prépare depuis longtemps. Il y a peut-être un déclic que j'ai eu concernant le détachement, c'est par rapport à mes enfants. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand j'ai divorcé, j'ai énormément souffert de la séparation de mes enfants. Et puis, je crois me souvenir qu'un soir, je sais pas, j'ai eu une prise de conscience. J'ai accepté comme d'un accord avec moi-même quelque part, comme presque une fatalité, que je devais me détacher de mes enfants. Alors évidemment, hein, c'est pas me détacher, me fiche de ce qu'ils deviennent, c'est ne pas couper le lien qui nous unit. Ce n'est pas au contraire, je veux dire, je ferai tout pour eux et puis voilà, c'est la prunelle de mes yeux comme on le sait, mais de me détacher de l'idée qu'ils m'appartenaient. Et ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a alors évidemment quand ils venaient le week-end à la maison et qu'ils repartaient le dimanche, je pleurais. Et je me disais, mais t'en as pas assez fait avec eux, t'as pas assez profité du week-end. Ou tu leur as crié dessus à ce moment-là, putain, tu les vois 2 jours dans la semaine ou 2 jours tous les 15 jours et toi, t'as réussi à gâcher ce moment-là parce qu'il fallait tenir aussi un peu le rôle de père et essayer d'avoir un cadre. Et donc, je me culpabilisais de ça. Quand je dis je me suis détaché, j'ai accepté l'idée que ils ne m'appartenaient pas. Et que donc, par exemple, quand ils ont grandi et qu'ils sont pas venus, ma fille, par exemple, n'est pas venue me voir pendant 6 mois. Parce qu'elle traversait son truc et que, bah, elle avait besoin de rejeter son père. Mon fils l'a vécu aussi. 6 mois sans aucune nouvelle, malgré les messages que je lui envoyais.
Mais je continuais d'envoyer de l'amour, mais je recevais aucun retour. Et là, ça m'a énormément aidé de ne pas être dans l'attente, dans l'attachement, à avoir des réponses, etc., etc. Donc le switch, moi, dont je me souviens, ça a été surtout celui-là, mais je pense qu'il m'a aidé aussi dans d'autres domaines, notamment quand tu crées du contenu, que les gens te jugent, te critiquent. Mais encore une fois, je ne suis pas insensible au regard de l'autre, aux critiques, mais j'apprends sur mon chemin à essayer de toujours plus me détacher. Je peux observer au fil du temps et des années que bah effectivement c'est un entraînement et que de plus en plus j'arrive à me détacher de plus en plus vite. Ouais, il y a vraiment cette notion de développer l'amour au-delà de la recherche de reconnaissance, qui n'est pas de l'amour. Ouais, C'est je te c'est donne ça, parce que je t'aime et après t'en fais ce que tu veux, t'es libre d'en faire. c'est ça. Si tu veux prendre ça pour ta merde, eh ben c'est ton problème. Moi, je te donne, c'est tout. C'est Et ce que je crois qu'un philosophe, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est Erich Fromm qui parle de l'amour mature et de l'amour immature. Et ce que tu dis, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est quand je suis dans un amour qui est immature, mais je vais être jaloux, je vais être possessif, je vais être dans le besoin de contrôler l'autre, de savoir ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il a sur son téléphone, où je vais vouloir que mes enfants viennent absolument à la maison, qu'ils fassent ce que je leur demande, et qu'ils me répondent à mes messages. Moi, je vois dans ma famille, enfin dans ma belle famille, euh, euh, et c'est dans beaucoup de familles, des gens et notamment des personnes âgées qui sont sur ce concept, ce principe-là, que c'est aux plus jeunes d'appeler. C'est aux jeunes d'appeler les anciens par respect. Sinon, attention, ça veut dire que tu ne manque de respectes pas. respect. Voilà. Donc, est-ce que c'est un amour mature ou immature? Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est assez immature. Si je veux avoir des nouvelles de mes enfants, je vais pas partir du principe que c'est à eux de m'appeler. Je vais appeler. J'ai besoin, c'est pour Besoin, de toute moi. façon, c'est à toi. J'ai envie. donc, donc j'aime cette idée d'amour immature et mature, et parce que quand effectivement on est dans un amour mature, ben pour le coup, on est au contraire dans l'idée que l'autre il est autonome. Enfin, on veut lui laisser cette autonomie, cette liberté d'aimer comme lui il le souhaite, et de se rendre disponible si on en a envie, etc. Mais voilà, il y a le respect est à un autre niveau, quoi, je trouve. Mais pour moi, effectivement, comme tu dis, c'est ça. C'est aussi la notion d'addiction, d'aversion quelque part. Voilà. Si je fais une addiction à l'autre, au travail, à n'importe quoi, aux louanges, aux critiques, ou une aversion critique, bah pour le coup, je vais me faire souffrir. C'est vraiment ce que prônent les bouddhistes finalement. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Tu fais quoi, toi, concrètement, en ce moment? Je crois que je fais précisément ce qu'on est en train de faire. Mais je te remercie de m'avoir invité parce que moi, ce genre d'exercice-là me fait toujours du bien, déjà. De pouvoir pas. C'est pas que j'aime m'écouter parler, mais ça me permet de aussi, parce que quand on est entrepreneur et que, alors j'ai Caroline avec qui je discute, mais il y a une autre personne avec qui je discute énormément depuis quelque temps, c'est l'intelligence artificielle. Je trouve ça fabuleux. J'ai un philosophe à portée de main, un psychologue, un sociologue avec qui discuter. C'est fabuleux. Je peux passer des heures à discuter et faire des recherches. Donc ça me nourrit personnellement. Et évidemment, ça ne veut pas dire que je vais pas aller chercher des êtres humains, heureusement, parce que tu imagines que ce serait triste quand même. Donc j'ai aussi mes êtres humains que je vais côtoyer pour ça. Mais au-delà de ça, après, c'est le mot qui vient là spontanément, c'est j'essaye de. Alors c'est pas très juste la façon dont je vais le dire, je trouve, mais ce serait de pour mon ego, j'aime l'appeler mon vieux grincheux, ce serait perdre du temps. J'aime perdre du temps. Ou en tout cas, ne pas faire ce que mon vieux grincheux aimerait que je fasse pour être productif, efficace, efficient ou que sais-je. Donc, je vais perdre du temps, mais en réalité, moi, dans mon être, quelque part, je sais que je ne perds pas du temps. Je prends du temps pour ralentir, pour calmer le jeu, et ça veut pas dire que je me mets sur un coussin pour méditer nécessairement, mais ça peut être me laisser vivre sur les jeux vidéo, par exemple. Voilà, je joue pas énormément, mais de temps en temps, voilà, regarder un film, une série, marcher dans la nature, aller dans le jardin. Voilà, c'est des petites choses. Et en ce moment, ce que je fais, c'est ça. C'est vraiment ce travail-là de réduire la cadence
que je me suis beaucoup infligé, trop souvent infligé, justement, de peur de ne pas exister. Il y a énormément d'entrepreneurs que j'accompagne et que je vois sur les réseaux qui ont tellement peur de ne plus exister s'ils ne sont plus sur les réseaux, qui sont comme des dingues à publier tout le temps, en permanence, et qui à la fin pètent un câble. J'aime une citation d'Oscar Wilde qui dit: vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart des gens se contentent d'exister. Moi, j'ai plus envie d'exister, en vrai. Je veux vivre. Mais vivre, c'est pas passer ma vie à... Pourtant, j'adore ça. Donc, ça va. Heureusement, il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui le font quand même. J'adore créer du contenu. J'adore écrire, j'adore faire des vidéos, j'adore faire ce qu'on est en train de faire. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais qui se sentent obligés de le faire pour justement se faire croire qu'ils vont vivre ou même exister. Donc, tu vois, c'est comme ça que je prends soin de moi, j'essaye de ralentir, de me nourrir intellectuellement, et puis aussi de me foutre la paix, tout simplement, voilà, de rien faire, ou en tout cas d'apprendre à ne pas faire tout ce que je crois devoir faire, ce qui est Merci. très dur. Ouais, en chemin avec. En chemin, voilà, on accueille, on accepte. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques et les ratés? Et est-ce que tu sens une différence entre l'impact du regard du public, enfin, du regard des autres dans le public ou dans le privé? Et aussi le tien de regard. Hmm. Alors, dans le privé, je peux pas dire que je sois entouré de personnes, je me suis pas entouré de personnes qui vont critiquer potentiellement ce que je fais, mes projets un peu fous des fois et tout ça. Ma mère, j'ai cette chance que ma mère m'a toujours soutenu, m'a toujours guidé ou toujours encouragé, en tout cas, pourquoi, sans trop comprendre pourquoi ce délire, mais jamais elle a cherché à mettre un frein, peut-être plus jeune par peur, tu sais. Tu vas faire ces études-là, il faut bien avoir un diplôme et tout, ce à croire, je pense, elle ne croyait pas elle-même, mais enfin bon. Euh, mais au-delà de ça, elle m'a tout, voilà, ma mère, mon père, c'est une autre histoire parce que malheureusement, il y a tout un passif avec ça et il n'a jamais vraiment été présent pour pouvoir me pousser ou me retenir. Mais après, parmi les personnes que je fréquente, que ce soit mon frère, ma sœur, mes amis, ma femme aujourd'hui, j'aime pas dire ça, j'aime pas dire ma, en fait. J'ai l'impression qu'elle m'appartient. C'est bizarre. À chaque fois, j'arrive pas à le dire. Pourtant, on vient de se marier, donc c'est un peu délicat. Mais voilà, Caroline en tout cas. Voilà. Donc le seul regard privé qui potentiellement effectivement peut me freiner, me ralentir, c'est le mien. Voilà, c'est mon propre jugement, c'est mon propre vieux grincheux là. C'est pour ça que je lui donne ce nom-là, le vieux grincheux. J'essaie de dissocier un peu tout ce petit monde, toute cette famille intérieure, et de voir. Et j'essaie de connecter de plus en plus avec la sagesse que ce petit grincheux là, ce vieux grincheux est aussi capable d'avoir. Parce que le fond, ce que j'appelle le vieux grincheux, on pourrait dire que c'est l'ego, hein, c'est l'ego blessé, inquiet, etc. Et pour moi, l'ego est un messager. Donc j'essaye de discerner en fait dans les peurs et dans tout ça, c'est quoi le message, c'est quoi le truc intéressant. Donc voilà, mais ça m'empêche pas de me juger des fois, de me critiquer, de me parler mal. J'essaye comme tout le monde, j'espère, de me reprendre et puis et de tendre vers mieux que ça, en fait, vers un dialogue plus bienveillant. Mais je me méfie énormément aussi de de la complaisance, c'est-à-dire je cherche à être bienveillant sans être complaisant. Voilà voilà, juste pour tendre vers quelque chose qui m'inspire plus. Et puis après, le regard extérieur, on en a un peu parlé, c'est après les gens qui me connaissent pas, ben, curieusement, c'est rigolo parce que tu sais, on vit tout, toi tu crées du contenu aussi. Et donc, quand tu publies une vidéo, bah, ou un post et que tu as quelqu'un qui te critique, alors qu'il te connaît pas, il te critique. Bon, c'est rigolo, le cerveau, il y a 100 commentaires positifs et le cerveau va bloquer sur le commentaire négatif. Donc, de plus en plus, ça, j'arrive à m'en éloigner, je m'en fous. Euh, et puis surtout, je considère une chose concernant les réseaux sociaux, c'est que lorsque je publie, alors des gens, les gens ils disent, ah, dis donc, pour quelqu'un qui philosophe un peu dans sa vie, des fois t'es un peu cash, quoi. Ouais, en fait, avec les gens dont je sens qu'ils ne sont pas bienveillants, euh, mais qui sont là pour essayer de nuire, je fais aucun effort, en fait. C'est-à-dire que si ça m'est arrivé sous des vidéos d'avoir des gens qui me jugent durement, parfois qui m'insultent,
C'est assez fou. Alors que moi, ce que je cherche juste, c'est à partager mon message, ma vision des choses, qui n'est pas sans prétendre que c'est une vérité. Ces gens-là, s'il y a des indépendants qui nous écoutent, moi, si ma façon de voir les choses, c'est que je considère que les réseaux sociaux, mon compte Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, que sais-je, c'est chez moi. C'est ma maison. C'est chez moi. Et je partage et je laisse entrer qui veut entrer volontiers. Il peut venir s'installer à ma table. Mais dès lors qu'il commence à me manquer de respect et à poser ses détritus partout dans ma maison, voire même, pour parler crûment, à me chier dans les bottes, je n'ai aucun problème à le foutre dehors. J'ai la chance d'avoir la carrure pour le faire. Donc je le fais. Je bloque, je bannis, tu dégages. J'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai pas envie de ça. Je me respecte trop pour supporter ça. Donc voilà, c'est ma façon un petit peu d'aborder les choses et en même temps, puisque ça peut quand même me toucher, ben après j'essaye de faire quelque chose avec ça. Mais des fois il y a des gens qui disent oui, mais du coup tu rejettes, ça veut dire que ça te touche. Bah oui, ça me touche, mais je veux pas m'infliger ça. En fait, pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'accepterais des gens qui veulent me nuire, me faire du mal? Ça a aucun sens. Donc hop, je dégage. Et en conclusion, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Oh, je sais pas, je sais pas si c'est un secret, c'est peut-être une révélation pour moi ou en tout cas une découverte, c'est que j'ai appelé mon entreprise Philosophie il y a bien des années là maintenant. Euh, je crois qu'il y a quelque chose dans la philosophie, encore une fois, alors que je n'ai aucune. J'aime philosopher, mais je prétends pas être un philosophe pour autant. Mais j'aime essayer de comprendre la vie et donc je crois que ce sont les secrets de la vie. Il y en a tellement en fait justement quand on s'intéresse à tout ça. Que ce serait dur de te dire. C'est pour ça, je crois que je l'ai un peu conceptualisé pour moi dans ma vie, en pensant à mes enfants, à pensant à mes clients, à pensant à ma famille, à ma mère, à tous ces gens que je connais, mais aussi tous les gens que j'ai reçus en cabinet à l'époque, quand je recevais encore en cabinet, que j'ai conceptualisé quelque part ce que j'aime donc appeler la sagesse des quatre vertus, puisque je pense sincèrement, et que c'est pour moi, c'est un peu le cadeau que je me fais, que je suis en train d'écrire là-dessus d'ailleurs, c'est et puis le cadeau, c'est aussi les histoires. Moi, j'adore ça, les histoires. C'est l'histoire des gens, en fait. Et que j'essaie de mettre en lien avec cette sagesse. Et cette sagesse, c'est la clarté. Justement, c'est le courage émotionnel, c'est l'autodiscipline et l'équanimité. Et je crois vraiment que si on arrive dans nos vies, et puis si on s'intéresse à la philosophie stoïcienne avec les vertus cardinales qui se rapprochent quelque part, hein, évidemment que je me suis inspiré de tout ça, mais à ma façon, en fait, je me suis dit, mais en fait, ce qui m'a bloqué moi dans la vie, c'est la confusion. C'est d'être confus sur qui je suis, ce que je veux, comment je fais pour y arriver, comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour surmonter mes douleurs, mes épreuves, mes drames, etc. Et puis ça a été effectivement la peur. Donc comment je fais pour... J'ai peur de plein de trucs. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur du passé, j'ai peur du présent, je peux avoir peur de plein de choses en fait. La, la troisième chose, moi je suis comme je te dis, enfin, je me définis un peu comme ça aussi, comme un multipotentiel, c'est-à-dire que je me disperse énormément, je m'intéresse à énormément de choses qui m'amènent à avoir du mal à être focus, concentré, je pars dans tous les sens, je procrastine, etc. Comment je peux faire face à ça? Donc, ce que j'aime appeler finalement un peu ouais, on va dire la dispersion, la procrastination. Et dernièrement, je suis quelqu'un de très émotionnel. Je suis capable de me raconter des histoires fabuleuses avec un rien, mais des histoires qui me font peur. Et donc quelqu'un qui répond pas à mon message peut supposer qu'il m'en veut parce que j'ai mes blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon peut-être, des choses comme ça, de trahison surtout, aussi. Et donc, si quelqu'un qui me répond pas, j'ai peur qu'il pense que je l'ai trahi ou qu'il me rejette, et donc je peux me monter des trucs, et donc c'est ce que j'appelle le chaos émotionnel. Mais face à tout ça, en fait, c'est J'appelle ça quatre. le grand show hollywoodien, c'est les gros dramas qui sont en train de se jouer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on est fort pour ça quand même. Ben Et oui. donc, j'ai évidemment remarqué que c'est le cas de quasiment tous les gens que je connais. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? J'ai pas réinventé la poudre. J'ai juste conceptualisé que, bah, évidemment, face à la confusion, je vais développer la clarté. Face à la dispersion, le procrastination, je vais devoir développer l'autodiscipline, qui pour moi est vraiment une vertu, mais qui change tout, tout. Parce que sans autodiscipline, on fait rien, en vérité. On fait rien. Et la peur, bien sûr, bah, le courage émotionnel, on l'aura compris.
Et par rapport au chaos émotionnel, j'aime développer je sais que tu t'es sensible à ça aussi, hein, l'intelligence émotionnelle. J'aime aussi appeler ça l'agilité émotionnelle. J'aime beaucoup ce terme d'agilité émotionnelle. Et si on va un peu plus vers les bouddhistes, j'aime beaucoup cette notion d'équanimité qui pour moi est le saint graal. Voilà. Les messages et les secrets que moi j'essaye d'utiliser dans mon quotidien. Merci beaucoup pour tout ce partage d'expériences et toutes ces clés que tu nous offres. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est bon. Sincèrement que toi, auditeur, tu vas profiter de ces clés pour t'inspirer sur ton propre chemin, pour maturer, maturer dans ta capacité d'aimer. Il y a vraiment quelque chose de savoureux là-dedans. J'aime bien. Et profite de toute cette valeur. Mets-moi en commentaire, voilà, tes prises de conscience, ton cheminement, tes questionnements. On sera là avec Steve pour y répondre. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Avec plaisir. Ah oui, c'est ça. Fais-toi plaisir et fais-nous plaisir de pouvoir réagir. Steve, je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Eh bien, sur mon site internet, tout simplement, alors sur les réseaux sociaux, évidemment, que ce soit LinkedIn, Facebook, YouTube. YouTube, c'est un peu particulier parce que j'ai partagé ma vie sur les routes, comme tu le disais tout à l'heure. Je suis parti vivre pendant 3 ans et demi en mode van lifer, donc j'ai partagé un peu justement ma façon de voyager, ma vision du voyage et toutes ces choses-là, avec aussi des fois des vidéos très pratico-pratiques pour ceux qui voyagent, notamment en fourgon aménagé ou en camping-car. Mais sinon, c'est ça, sur mon site et tout ça. Et puis, bah, mon site, c'est stevedupe.com. Tu mettras, j'imagine, les liens Il dans y a la la- description. Voilà. Et puis, bah, après, moi, j'essaye, si tu veux, encore une fois, de faire le chemin, mais en étant accompagné dans tout ça. Donc, en accompagnant les autres, j'ai créé ce que j'appelle le cercle philosophie pour les indépendants comme les particuliers qui veulent s'entraîner à développer la sagesse des 4 vertus. Et puis j'ai le cercle des messagers où là c'est vraiment pour les indépendants où je les accompagne à clarifier leur message, leur positionnement et savoir comment peut-être le partager, notamment au travers de la vidéo et parfois aussi à l'écrit. Voilà. Merci, merci beaucoup, Steve, pour tout ce temps qu'on a passé ensemble. Et Cher moi. auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie. On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle interview toujours aussi inspirante. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.